Nous allons parler de santé. Nous allons recevoir deux invités de Médecins Sans Frontières. D'abord, qui sont en studio et ensemble avec nous, en direct depuis notre studio. Nous saluons M. Fabio Biorcini, qui est le coordonnateur des opérations de MSF. J'espère faire une bonne prononciation. M. Biorcini, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ok. Merci de votre présence. Et, nous allons également parler avec Renzo Friquet, qui est directeur des opérations de MSF. Monsieur Friquet, bonjour. Bonjour, monsieur. Encore une fois, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avec nous en direct depuis notre studio. Nous allons aborder plusieurs points concernant les activités de Médecins Sans Frontières en Haïti. D'abord, nous allons faire un retour sur la suspension des activités en 2024, et près d'un an après. Nous allons également parler de la fermeture définitive du centre d'urgence de Turgeau, et nous allons parler aussi de la suspension de l'hôpital traumatologique de Carrefour. Nous aborderons avec vous la collaboration avec le MSPP, Maternité Isaïe Gentil notamment. Et en dernier lieu, nous allons parler du système sanitaire haïtien en général, votre regard. Voilà, entre autres, les différents points que nous allons aborder. Comme je viens de le dire, un retour sur la suspension des activités en 2024 et 2025. L'année dernière, à la même période, vos activités avaient été suspendues en raison, je le rappelle, de menaces et de violences directes répétées visant à votre personnel et vos patients. Un coup dur pour le système sanitaire haïtien. Et 22 jours après cette suspension, vous avez repris vos activités à la suite d'un dialogue constructif avec les parties prenantes, selon ce que vous avez dit. Dialogue qui avait conduit à un engagement clair des autorités pour garantir la sécurité de vos équipes et le respect de votre mission médicale. Près d'un an plus tard, ces engagements ont-ils été respectés? Continuez-vous à faire face aux problèmes qui vous avaient contraint à suspendre vos activités? Je voudrais commencer avec Monsieur Friquet. Oui, en effet. Encore une fois, merci pour l'invitation. Effectivement, si nous avons suspendu, voire même définitivement arrêté certaines activités médicales dans Port-au-Prince ou à Carrefour, c'est en raison principalement du contexte sécuritaire et du manque d'engagement formulé aujourd'hui par les autorités qui ne sont pas capables aujourd'hui de garantir ou d'exprimer de manière très sérieuse ces garanties de sécurité pour les équipes de Médecins Sans Frontières, pour le personnel et pour les patients lors de la réalisation de nos activités médicales. Donc nous sommes aujourd'hui en phase de négociation pour la signature d'un protocole d'accord qui nous permettrait d'établir un corridor humanitaire pour le passage des équipes médicales entre la ville de Carrefour et la ville de Port-au-Prince. Notre volonté est d'établir au plus vite, de rétablir ces activités médicales à Carrefour et également de réouvrir des nouvelles activités médicales dans la commune de Port-au-Prince suite à la décision de la fermeture définitive du centre traumatologique, du centre d'urgence de Turgeau, comme vous l'avez exprimé. Si Monsieur Biorcini a quelque chose à ajouter. Effectivement, nous avons subi depuis 2023, 2024 et aussi 2025 une multitude d'incidents sécuritaires assez graves contre MSF, contre le patient de MSF, contre les structures de santé de MSF, contre les ambulances de MSF. C'est une tendance assez préoccupante. Et même si en 2024, nous avons suspendu pendant quelques 3 semaines les activités, malheureusement, en mars 2025, nous avons été victimes encore d'un autre incident de sécurité assez sérieux, dont le convoi de MSF a été ciblé avec 15 tirs qui ont été ciblés sur un de nos voitures sur ces convois. La raison, ça c'est la raison pour laquelle
nous avons suspendu les activités au CU de Turgeau en mars et en avril à l'hôpital des Carrefours. Maintenant, presque 8 mois après, nous avons malheureusement et douloureusement pris la décision de fermer définitivement les centres d'urgence de Turgeau, vu que les conditions de sécurité dans le quartier de Turgeau ne permettent pas à nos équipes de travailler en sécurité. Donc, comme mon collègue avait mentionné, nous cherchons maintenant activement un autre lieu dans la commune de Port-au-Prince pour redémarrer des activités médicales, tout comme Carrefour, qui est aussi un centre qui était un hôpital et qu'on voulait transformer en centre d'urgence plus général. Et on voulait le redémarrer le plus vite possible aussi. Mais tout ça avec la précondition que nous avons des engagements clairs et formalisés par les autorités pour qu'on puisse reprendre ces deux activités. Justement, je voulais y insister. Qu'exigez-vous? Parce que, comme M. Fliquet vient de le dire, vous aviez eu des promesses avant la reprise de vos activités à la fin de l'année 2024. Qu'exigez-vous à présent? Spécifiquement, nous exigeons la signature d'un protocole d'un couloir humanitaire avec un engagement politique et signé formellement par les autorités, le ministre de la Justice et le CPT. Ok, je comprends. C'est assez clair. Maintenant, nous allons parler de la fermeture définitive du centre d'urgence de Turgeau que vous venez de mentionner. Le 14 octobre 2025, vous avez annoncé la fermeture définitive de votre centre d'urgence à Turgeau. Je voudrais rappeler que les activités y étaient déjà suspendues depuis mars 2025. Nous souhaitons que vous reveniez sur les raisons de cette fermeture et sur ce qui vous a finalement poussé à opter pour une fermeture définitive. Oui, tout à fait. Depuis la suspension, la suspension qui a eu lieu en mars 2025, elle était censée être temporaire, vu que la ligne de front des combats s'est approchée de l'hôpital, donc on ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Nous avons cherché pendant plusieurs mois des solutions pour mitiguer le risque des balles perdues dans cet hôpital pour nos staffs et nos patients, y compris ce qu'on appelle la protection balistique pour cet hôpital. Nos ingénieurs ont fait des analyses et malheureusement l'ajout de cette protection balistique à l'hôpital allait mettre en risque la structure même de l'édifice en cas de séisme. Donc MSF s'est trouvé dans cette position impossible de mitiguer le risque de balles perdues, mais en ajoutant le risque de collapse de bâtiments. Et malheureusement, donc on a dû prendre cette décision encore voilà, très difficile, douloureuse pour MSF, mais aussi pour le peuple haïtien. Monsieur Fliquet, vous avez quelque chose à ajouter? Je peux rajouter que, de manière générale, pour opérer des activités médicales, quand on hospitalise des patients, il est globalement très difficile de travailler sur la ligne de front ou à proximité immédiate de la ligne de front. À nouveau, il est fondamental pour les activités médicales d'opérer dans une forme de sécurité, de stabilité. Et donc, plus globalement, il semblait pertinent de rechercher un nouveau site, un nouveau local qui soit à une distance un petit peu plus significative d'une zone d'affrontement très régulier. En fait, il faut souligner que nous avons appris qu'une délégation de MSF avait rencontré les conseillers présidentiels Fritz Alphonse Jean et Frinel Joseph au sujet de cette fermeture prévue pour le 1er novembre en raison de l'insécurité croissante. Cette rencontre avait suscité de l'espoir, mais finalement la fermeture définitive est maintenue. Qu'est-ce qui, je pourrais vous demander, les autorités n'ont-elles pas été suffisamment convaincantes après cette rencontre? Je pense qu'on parle de deux choses différentes. Donc, une chose, c'est la fermeture du centre de Turgeau a été liée au fait que la ligne de front est vraiment trop proche
de la structure. Donc, ça ne permet pas que nos staffs travaillent en sécurité et que nos patients soient en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de fermer définitivement ce centre et chercher un autre lieu. Maintenant, l'ouverture d'un nouveau lieu, on a cette envie, on a les ressources pour le faire. Elle dépend d'une précondition très claire, que c'est la signature d'un engagement clair par les autorités, y compris le CPT, le ministre de la Justice, pour qu'on puisse redémarrer les activités à Port-au-Prince dans un nouveau lieu qu'on est activement en train de chercher. Je voudrais peut-être ajouter, Médecins sans frontières travaille dans de nombreux pays en crise, en guerre, que ce soit Gaza, le Soudan, l'Ukraine, la République démocratique du Congo. Et dans tous ces pays, Médecins sans frontières est prêt à prendre des risques, à exposer ses équipes, mais uniquement dans une certaine mesure. Et une condition sine qua non dans tous ces conflits de guerre, c'est de recevoir un engagement ferme de toutes les parties au conflit que nos équipes ne seront pas ciblées, que les patients ne vont pas être ciblés, que nos ambulances ou nos véhicules qui se déplacent ne seront pas ciblés. Donc aujourd'hui, pour nous, en Haïti, moi je suis là aujourd'hui présent pour exprimer une volonté forte de rester engagé en Haïti pour de nombreuses années. Ça fait 33 ans que Médecins sans frontières est présent en Haïti, mais à nouveau, je ne suis pas prêt à assumer des risques pour les équipes ou pour les patients que l'on soigne si les autorités ne sont pas volontaires à démontrer un engagement politique pour cette sécurité. Ok, merci. Maintenant, je voudrais rappeler que le centre d'urgence de Turgeau était la réimplantation du centre de Mortissan, déplacé en 2021, ce qui avait réjoui la population qui vivait surtout à la rentrée sud de Port-au-Prince parce qu'elle craignait justement une suspension définitive des activités de Médecins sans frontières dans cette partie ou cette région. Maintenant, quelle était l'offre médicale du centre de Turgeau? Alors, je voulais revenir un peu sur cette histoire parce qu'elle est importante à comprendre. Mon collègue Renzo qui est avec moi, c'était celui qui a ouvert le projet de Martissan en 2006. Ce projet, il était un centre d'urgence de stabilisation des blessés, de victimes de traumas, d'accidents de voiture, de brûlures, et pour après référer le patient vers d'autres structures médicales pour l'hospitalisation. Ce centre, très malheureusement, a été au milieu d'une ligne de front en 2021 et le combat entre deux groupes armés a fait que l'hôpital a été touché par plusieurs balles, plusieurs projectiles, ce qui nous a obligés à quitter ce centre d'urgence de manière définitive. À partir de ce moment, MSF a créé une nouvelle stratégie d'avoir deux structures de santé à la place d'une seule à Martissan, une localisée à Carrefour. Cette idée a été conçue en 2022 et une autre structure à Turgeau. Comme ça, on pourrait couvrir deux zones avec deux très grandes populations qui sont pas toujours qui n'ont pas un accès aux soins de santé gratuits de manière facile. En 2024, on a inauguré l'hôpital de Carrefour. Quelques semaines après, à peine, cette ville a été aussi, on va dire, pris. Le pouvoir de cette ville a été pris par un groupe. Et à Turgeau, maintenant, en mars, on a un phénomène similaire dont la ligne de front s'approche. Donc MSF est aussi inséré dans le contexte haïtien. MSF est aussi victime d'un contexte qu'on ne contrôle pas. Mais je voulais rajouter un point que je pense que c'est très important à tout le monde de comprendre, que MSF ne fait pas de distinction de nos patients. Nous avons une population assez grande dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une population à Carrefour et aussi à Port-au-Prince qui n'ont pas suffisamment de services de santé gratuits disponibles. Et c'est là où on arrive à MSF. MSF est là pour toute la population, pour les enfants, pour les mamans, pour les civils, pour les policiers, pour les groupes armés, pour tout le monde.
nous faisons pas de distinction des patients. Ça, c'est l'éthique médicale. En 2024, seulement MSF a soigné 175 000 personnes en Haïti. C'est un chiffre énorme. Et nous avons la volonté de continuer de faire ça. Par contre, on doit avoir les minimums de conditions de sécurité. Il faut qu'on soit accepté par les autorités, par tout le monde, pour qu'on puisse travailler tranquillement et que nos collègues puissent travailler en toute sécurité. Nous avons couramment 2000 employés en Haïti et locaux qui sont haïtiens et à peu près une centaine des staffs internationaux qui travaillent dans différentes structures de MSF. Alors, je comprends maintenant. Ce que je voulais faire ressortir, c'est l'impact de cette décision sur la population, l'impact qu'elle pourrait avoir, parce que la population qui vit au bas de la ville, la population que desservait le MSF à toujours, une bonne partie d'entre elles ne peut pas justement traverser Martissant pour aller au centre de traumatologie et qui est à Carrefour, et peut avoir également des difficultés pour aller à Tabar. Maintenant, je voudrais savoir l'impact. Quel est l'impact? Et c'est pour cela que je vous ai demandé l'offre médicale du centre d'urgence de Tioujo. Je voudrais savoir l'offre médicale, qu'est-ce qu'elle proposait à la population qu'elle desservait. Bon, là, le centre d'urgence de Tioujo était localisé à Tioujo, bien évidemment. Et un centre d'urgence, c'est un centre qui accueille tout type d'urgence, stabilise le patient et qui après réfère le patient vers la structure de santé spécialisée. Donc effectivement, vous avez mentionné Tabar. Tabar, c'est le plus grand hôpital de MSF en capitale, avec une quantité énorme de patients. Et c'est une des structures principales pour laquelle on référait le patient qui était stabilisé à Tioujo. Donc on prend tout genre d'urgence. Ça peut être une blessure, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être plusieurs types de services. Voilà. Mais malheureusement, ces centres fermés maintenant et on cherche activement un autre lieu dans la même région pour pouvoir servir cette population qui est plus au sud de Port-au-Prince, qui sont loin de Tabar. Justement, et je voulais parler de la relocalisation parce que cette population qui était desservie par le centre de Tioujo a cette inquiétude que vous alliez un peu trop loin. Donc, et quelle zone de la région métropolitaine visez-vous pour une éventuelle relocalisation? Alors, bonne question. On cherche une région entre Tioujo et Pétionville, donc dans les quartiers environ Bourdon, Canapé-Vert, donc environ dans cette région. Après, c'est vrai que c'est difficile. Il n'y a pas énormément de bâtiments qui remplissent toutes on va dire, nos exigences en termes de surface, en termes de stabilité et contre le séisme, on va dire. Et voilà, et quelques on va dire détails techniques qui sont importants pour l'installation dans structure de santé. Donc on est en train de chercher, on a identifié quelques lieux potentiels, mais on n'a pas encore abouti à identifier l'endroit parfait. Mais c'est à peu près dans cette région qu'on voulait travailler. Ok. Vous aviez également annoncé le 8 avril, alors nous allons parler de la suspension de l'hôpital traumatologique de Carrefour, mais vous aviez annoncé le 8 avril 2025 la suspension de vos activités à l'hôpital traumatologique de Carrefour pour une durée initiale de 3 mois. Et pouvez-vous revenir sur les causes de cette suspension? Je voudrais justement m'adresser avec M. Friquet. Je pense que la suspension de l'hôpital traumatologique de Carrefour pour une durée prolongée est en rapport direct avec la discussion que l'on a eue précédemment. Donc l'accès au quartier, à la commune de Carrefour se fait à travers le passage d'une ligne de front, et le passage de nos équipes dans un sens ou dans l'autre nécessite des garanties de sécurité maximales.
et ces garanties de sécurité aujourd'hui ne sont pas obtenues. Donc lorsque le protocole d'accord sera signé par le ministère de la Justice et par le CPT, nous nous engageons à relancer les activités d'une part à Carrefour, d'autre part dans un local que nous aurons identifié dans ce quartier qui vient d'être décrit. Nous, après, on a parlé d'un dossier santé, mais vraiment une branche qui est assez importante pour le système sanitaire haïtien. Nous parlons de Médecins sans frontières, de ses activités dans le pays, notamment dans la région métropolitaine. Nous recevons depuis notre studio le coordonnateur des opérations de MSF pour la région Amérique latine et Caraïbes, Renzo Friquet, et le directeur des opérations, alors monsieur Fabio Burcini, et le directeur des opérations de MSF, monsieur Renzo Friquet. Voilà, nous parlions du centre traumatologique de Carrefour. Automatiquement que des gens sont appris que vous allez intervenir dans nos micros, monsieur, ils ont eu des questions je dirais intéressantes. Ils ont voulu savoir, un an après la suspension de plusieurs de vos activités, on constate que la situation en sécurité globale du pays n'a pas véritablement changé. Ils ont voulu savoir si la situation s'empire ou reste inchangée. Est-ce que l'organisation envisage-t-elle une nouvelle suspension ou un retrait temporaire d'autres services? Monsieur. Non, le contraire. Nous, à MSF, notre rôle, c'est de réagir quand il y a des crises. Et c'est pour ça qu'on voulait justement reprendre ces deux activités, on va dire des opérations dans ces deux lieux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, justement parce que la crise, elle s'empire. Donc, mais pour cela, on doit avoir des garanties de sécurité. Donc non, nous n'avons pas l'intention de suspendre, le contraire, on a l'intention de rouvrir. Autre à Carrefour ou à Turgeau, monsieur Friquet, j'aimerais savoir si vos activités se déroulent aujourd'hui sans difficulté majeure dans le pays. Si on exclut le centre de traumatologie de Carrefour et celui de Turgeau, qui est définitivement fermé, j'aimerais savoir si vos activités aujourd'hui se déroulent sans difficulté majeure. Donc effectivement, en dehors de ces deux structures ou fermées ou suspendues pour le moment, Médecins sans frontières a un certain nombre d'autres activités médicales dans la cité métropolitaine de Port-au-Prince ou en dehors. Donc d'abord pour parler de la ville de Port-au-Prince, et comme il a été mentionné déjà au préalable, on a un hôpital important à Tabar qui prend en charge les victimes traumatologiques et également les grands brûlés. Nous supportons l'hôpital de Drouillard dans Cité Soleil. Nous avons la clinique qui prend en charge les victimes de violences sexuelles, Promam, à Delma 33. Et nous avons un certain nombre de cliniques mobiles dans un certain nombre de quartiers de la ville. Ainsi que la clinique Isaïe Gentil à Chancerelle, la maternité que nous supportons. En dehors de Port-au-Prince, nous supportons également la maternité dans la ville de Port-à-Piment. Donc voilà, ce n'est pas uniquement dans la ville de Port-au-Prince que Médecins sans frontières travaille. Et comme il a été mentionné par mon collègue juste avant, c'est vrai que Médecins sans frontières est réputé pour sa réaction aux urgences. Donc que ce soit pour par exemple des épidémies de choléra. Donc on a une activité pendant quelques semaines dans la ville de Pétionville pour soutenir l'apparition de cas de choléra. Pas plus tard qu'avant-hier, on a fait l'aller-retour à Carrefour, on a fait une donation de matériel médical au MSPP pour soutenir les cas de choléra présents dans la ville de Carrefour. Et toute situation d'urgence, de type inondation, autre épidémie, justifiera toujours un regard et une possible intervention de Médecins sans frontières. Je voudrais savoir, est-ce que vous, dans les autres régions où vous proposez vos services, est-ce que vous vous sentez mieux en sécurité, vous n'êtes pas menacé, votre personnel, comme ce fut le cas l'an dernier,
est-ce qu'il est beaucoup plus en sécurité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'espace, on dit, relativement serein? Ça, si on parle du sud du pays, Port-au-Piment, effectivement, ça c'est une région qui est beaucoup plus calme que Port-au-Prince, donc on travaille en relative sécurité. Mais dans toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince, MSF, comme je l'avais dit auparavant, on avait déjà subi plusieurs incidents de sécurité pour le passé. C'est un des pays au monde où nous avons plus d'incidents de sécurité. Donc nous avons on a des manières de mitiguer le risque. On est habitué à travailler dans les zones de conflit et nous avons des procédures pour minimiser ces risques, mais évidemment on ne peut pas éliminer les risques. On voit ce qu'on appelle on va dire la réduction de l'espace humanitaire un peu partout dans le monde. Le non-respect aux ambulances, le non-respect aux patients, le non-respect au staff médical et aux structures de santé dans le monde entier. Et malheureusement, ce n'est pas différent en Haïti. Suite à tous les incidents qu'on a vécus en 2023, 2024 et 2025, ça c'est une preuve que l'espace humanitaire est en réduction. Et ça porte préjudice à toute la population et pas seulement un groupe spécifique. Justement. Maintenant, on ne peut pas parler, on ne peut ne pas parler du centre traumatologique de Tabar. Vous avez fait référence à plusieurs reprises. Je voudrais savoir comment aujourd'hui il fonctionne. Est-ce que vous arrivez à répondre à la demande et à la demande de la population qui, justement, par rapport à la fermeture du centre traumatologique de Carrefour et du centre d'urgence de Turjou, qui va éventuellement augmenter, je suppose. Effectivement, le centre, l'hôpital de Tabar, il est débordé depuis plusieurs mois. Donc, pas seulement à cause de la fermeture du centre d'urgence de Turjou, mais aussi l'arrêt des activités de l'HOH, de l'hôpital de Mirebalais, plusieurs hôpitaux qui ont vu le conflit. Donc, effectivement, nous avons été obligés d'augmenter le nombre de lits. On a constamment des chirurgies sans arrêt. On a dû augmenter le nombre des staffs aussi pour pouvoir absorber l'excès des patients. Donc aujourd'hui, Tabar travaille au-delà de sa capacité. J'ai des victimes par balle ou autre? De victimes par balle, d'accidents de voiture, mais aussi tout genre de traumas et surtout des grands brûlés aussi. Que MSF est spécialisé dans ce métier en Haïti depuis plusieurs années. Donc des victimes d'accidents domestiques, accidents de voiture, tout genre d'accidents. Et on a une grande quantité de patients comme ça. Nous devons aussi parler de la clinique qui quand même à Delma 33, comme vous venez de le mentionner, et certaines organisations mentionnent une augmentation, mais vraiment significative des cas de viol. J'aimerais savoir, et est-ce que vous le remarquez également dans cette clinique, monsieur Friquet? Est-ce que c'est remarqué également? Alors, monsieur Biolchini veut répondre. Est-ce que vous remarquez cette augmentation significative dans votre clinique à Delma 33? Effectivement. Cette clinique existe depuis 10 ans et à Delma 33, une clinique extrêmement importante pour le survivant de cas de violence sexuelle. Et effectivement, on observe une augmentation des cas de viol l'année passée sans doute, et cette année on voit aussi énormément de cas qui arrivent au quotidien dans cette clinique. Ouais. Avant d'aborder d'autres questions, j'aimerais parler de la maternité Isaïe Jadzi. MSF appuie MSPP à la maternité Isaïe Jadzi, un établissement, je rappelle, qui est fondé en 1947 et spécialisé dans les soins obstétrico-gynécologiques. La maternité a ouvert progressivement fin 2024 comme véritable soulagement pour la population
notamment pour la communauté de Chancerelle. Quels ont été vos apports dans cette réouverture? Est-ce que les activités se déroulent aujourd'hui sans difficulté majeure? Alors, MSF appuie cette maternité avec de la réhabilitation. C'est une grande structure qui avait besoin d'être réhabilitée. Donc, MSF est en train de l'appuyer pour que la maternité soit en plein fonctionnement une fois que cette réhabilitation est terminée. Donc, couramment, c'est notre appui à cette maternité. On voudrait maintenant parler d'autres questions, mais qui est beaucoup plus générale par rapport à la fermeture de plusieurs centres hospitaliers, notamment le centre hospitalier de l'Université d'État d'Haïti. Comment décririez-vous aujourd'hui la présence de MSF dans le pays, notamment à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest? Le déploiement de Médecins sans frontières est un déploiement important. Haïti est considéré comme un pays avec des besoins humanitaires importants et c'est un pays prioritaire pour Médecins sans frontières. Comme on l'a expliqué, aujourd'hui c'est vrai que le déploiement médical n'est pas maximal, il ne correspond pas à ce que l'organisation voudrait réaliser dans la ville et dans le pays. Et de manière générale, c'est vrai que Médecins sans frontières est une organisation très réactive, on essaie d'être agile et d'accroître ou de diminuer la réponse médicale et humanitaire aux besoins de la population. Donc là, c'est vrai qu'avec la situation que l'on connaît dans la ville de Port-au-Prince, Médecins sans frontières marque une volonté de vouloir faire plus, à nouveau, uniquement quand les conditions sécuritaires seront rencontrées. Je voulais peut-être profiter de cette occasion pour vraiment exprimer ma compassion et je vois réellement combien la population haïtienne et la population de Port-au-Prince en particulier souffrent de par la situation qui est celle que l'on connaît. Je suis déjà venu plusieurs fois en Haïti, en 2006 effectivement pour ouvrir le centre d'urgence de Martissan, en 2010 également à 2 reprises pour travailler sur la réponse lors du tremblement de terre et je dénote combien à Port-au-Prince la situation est particulièrement difficile. Il y a également une crise de financement dans les organisations humanitaires, que ce soit dans les agences des Nations Unies, dans la plupart des organisations non gouvernementales. La plupart des organisations ont une baisse de financement de l'ordre de 30, voire 40 ou 50%. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies n'était financé que de l'ordre de 8% jusqu'il y a quelques mois pour l'année 2025. Donc la crise en Haïti est profonde et peu de pays et peu d'organisations sont capables de montrer un soutien pour la population haïtienne. Donc je voulais vraiment exprimer ma proximité et ma compassion pour la population. Et je voudrais savoir quels sont les principaux défis que vous rencontriez par rapport avec cette situation que vous venez de mentionner, le financement justement des agences de santé. Bon, c'est surtout pour cette année, c'est toutes les agences de santé qui font face à ces problèmes dans le monde. Mais vous, quels sont les principaux défis que vous rencontrez? Peut-être juste préciser que Médecins sans frontières est relativement unique parce que de l'ordre de 98 ou 99% de nos financements sont privés, proviennent de donateurs, monsieur et madame tout le monde, de par tous les pays du monde, et ce sont des personnes qui sont touchées par la détresse et la situation dramatique que beaucoup de populations rencontrent en Haïti, mais également à Gaza, au Soudan, au Congo, au Yémen, au Myanmar, au Venezuela, en Jamaïque récemment avec le cyclone Mélissa. Et donc monsieur et madame tout le monde donnent 5, 10 dollars, 20 dollars par mois, et c'est cet argent privé que Médecins sans frontières mobilise et nous donne une énorme indépendance d'action et de choix opérationnels et médicaux pour répondre aux besoins humanitaires que l'on rencontre. Et donc les activités médicales de Médecins sans frontières sont soit
réalisés de manière indépendante avec des centres privés, comme par exemple effectivement le centre de Carrefour ou le centre de Turgot ou Tabar, mais également souvent en collaboration avec le ministère de la Santé publique, puisqu'on n'est pas dans un environnement sans acteurs, et pour nous, bien sûr, le ministère de la Santé est l'acteur fondamental, clé. Donc dans de nombreux projets, on travaille en partenariat pour s'assurer que les actions de Médecins sans frontières contribuent et bénéficient au plus grand nombre, et notamment au personnel médical existant qui est fonctionnaire d'État. Et en Haïti, quels sont les principaux défis que vous rencontrez sur le terrain? En Haïti, nos plus grands défis, c'est la sécurité. Donc, nos staffs sont aussi victimes de cette violence. Nous avons parmi notre staff plusieurs personnes qui sont devenues aussi déplacées, mais qui viennent au travail au quotidien. Comme on avait dit auparavant, nos structures médicales, nos ambulances, nos patients, notre staff ont été aussi victimes de cette violence à plusieurs occasions par le passé. Donc je pourrais dire que ça, c'est sans doute le plus grand challenge pour travailler en Haïti. Je comprends. Maintenant, je voudrais avoir votre point de vue, parce que vous êtes des acteurs qui, je dirais, constate la situation de loin ou de près. Selon vous, entre l'insécurité, le manque de ressources et les épidémies, quel est le facteur qui pèse le plus lourdement sur la situation sanitaire en Haïti en ce moment? Je pense que ce qu'on voit, c'est cette réduction de l'offre de services de santé. Nous sommes un acteur de la santé, donc on regarde par cet angle, et on voit que je pense que plus que jamais, il y a moins de structures de santé disponibles pour la population. On parlait tout à l'heure de la fermeture des hôpitaux à Miré-Balais, HOH, Centre de Turgot, de Carrefour. Donc on voit cette réduction assez préoccupante en même temps que la crise augmente. Donc voilà, c'est assez préoccupant, et c'est pour ça qu'on voulait justement, nous, avoir les garanties de sécurité de la part des autorités pour pouvoir reprendre le plus vite possible toutes les activités qu'on voulait déployer ici en Haïti. Certains parlent également, alors évoquent des possibilités pour que vous ouvriez d'autres centres d'urgence dans d'autres régions du pays. Bon, vous parlez de Port-à-Pérois. Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas d'autres centres, que ce soit d'urgence ou traumatologique, dans d'autres régions du pays? Bon, nous avons des crises un peu partout dans le monde. Peut-être que mon collègue Renzo, il peut avoir une vision plus globale. Nous avons déjà un investissement assez important en Haïti. Si on compare avec d'autres pays, je pense que l'Haïti, c'est un des pays où on investit plus dans la planète. Mais c'est un monde en crise. Donc on a énormément de conflits, de nouvelles crises partout dans le monde. Et il y a des choix qu'il faut faire en termes d'allocation des ressources. Alors c'est parce que certains parlent d'une décentralisation forcée. Il y a une faute. Alors, il y a une partie de la population qui vivait dans le département de l'Ouest qui maintenant vit dans d'autres régions du pays. C'est pour cela qu'ils évoquent continuellement je dirais, une décentralisation également des services, notamment des services de Médecins sans frontières. Parce que j'ai des connaissances qui vivent dans notre région du pays, qui ont des enfants qui souffrent d'asthme et qui avaient l'habitude d'aller se soigner, surtout à Martissan, à un certain moment, puis à Turgot, maintenant qui ne bénéficient plus de ces services. Donc il évoque également décentralisation des services, notamment de ceux de Médecins sans frontières. Non, c'est clair qu'il y a énormément de besoins en Haïti, donc qui vont au-delà de Port-au-Prince, on en est conscient. Nous sommes toujours en train de surveiller et voir quelles sont les régions du pays qui sont plus desservies. Nous ne pouvons pas malheureusement couvrir tout le pays. Nous n'avons pas ces rôles.
Ça, c'est le rôle de MSPP. Nous sommes là pour couvrir, on va dire, des gaps, des lacunes de l'assistance de soins de santé. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas malheureusement travailler de partout, parce que nous avons aussi d'autres pays et d'autres crises ailleurs. Merci pour votre participation avec nous. Si vous avez un dernier mot à ajouter, j'aimerais l'entendre. Vous deux, justement, vous deux. Je commence avec monsieur. Je voulais, encore une fois, vous remercier pour l'invitation, exprimer à nouveau l'engagement de Médecins sans frontières en Haïti et pour la population haïtienne. Il est fondamental pour nous, lorsque l'on travaille dans des contextes difficiles, faisant preuve de beaucoup d'insécurité, il est fondamental pour nous de recevoir les garanties de sécurité de la part de toutes les parties au conflit. On accepte le risque, c'est logique quand on travaille dans ce type d'environnement, mais par contre la violence ciblée est pour nous inadmissible. Donc ça c'est vraiment pour moi le message clé que je voudrais passer ici, et j'espère vraiment que la négociation avec le CPT et le ministre de la Justice va pouvoir nous permettre d'avancer au plus vite avec l'ouverture d'un nouveau centre à Port-au-Prince et la réouverture à Carrefour. Mais ça avance à bon train. Est-ce qu'on a une échéance pour la négociation avec les autorités? On a rencontré le CPT hier. On a un rendez-vous prévu avec le ministre de la Justice la semaine prochaine. Donc on est optimiste. Okay. Vous écoutez. Je voulais juste remercier pour l'invitation et l'opportunité d'adresser un peu la MSF dans l'émission, et aussi dire quelques mots de solidarité au peuple haïtien. Nous savons qu'il y a énormément de souffrance dans le pays. Nous sommes là avec vous, nous sommes là depuis 33 ans. MSF a envie de rester, a envie de continuer d'être présent dans le pays pour appuyer tous les Haïtiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup de passer à notre studio. Je rappelle que nous parlions avec Fabio Biolcini, qui est coordonnateur des opérations de MSF pour la région Amérique latine et Caraïbes, et Renzo Fliquet, directeur des opérations de MSF sur les activités de Médecins sans frontières en Haïti.